Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content parce qu'on est avec quelqu'un avec lequel je travaille. On a déjà interrogé des personnes politiques, des sportifs et aujourd'hui on a un autre entrepreneur qui travaille dans mon secteur, le secteur de l'immobilier. Il construit les plus belles maisons qu'on peut retrouver sur Rucle, sur Rode-Saint-Genèse. Il y en a vraiment certaines qui sont absolument incroyables. Alors Alexandre Cambron, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en Enfin, prie. il nous reçoit chez lui quand même, donc c'est plutôt lui qui nous reçoit. Merci Alexandre. Tu travailles aujourd'hui dans l'immobilier, mais on a déjà eu l'occasion de discuter et tu m'as expliqué que tu as un parcours qui est assez atypique. Alors pour les gens qui nous suivent, explique-nous un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu? Je suis tout d'abord d'origine de Poperinge, donc Alexandre Cambron, Alexander pour être correct, parce que je suis néerlandophone et je suppose que tout le monde entend ça assez clairement. J'ai dans un mois 60 ans. J'ai fait des études à la VUB, tout d'abord Sciences Po, et puis j'ai terminé à la VUB en tant que chercheur à la faculté de droit. Et après, j'ai travaillé en tant que conseiller pour une boîte qui était European Article Numbering. J'étais directeur ICOF, c'est-à-dire c'est les codes à barres sur les produits. D'accord. Puis j'ai été quelques années expert à la communauté européenne. Expert dans un domaine spécifique? Oui, dans les material databases, donc rien à voir avec mes études, Ok. comme aujourd'hui d'ailleurs. Puis après une petite carrière à la communauté européenne, j'avais vite compris que c'était pas, je venais d'une petite famille de petits indépendants. Mon papa était marchand de pommes de terre et fils d'un fermier. Et donc, j'ai été recruté par le directeur, pour le président de la Ségos, qui est peut-être moins connu en Belgique aujourd'hui et qui était un petit peu la boîte qui était leader, qui est toujours à Paris et qui était les leaders dans la formation, dans le conseil, des études de marché et dans le recrutement et les chasseurs de tête. Et là, après quelques années, on m'a nommé directeur de formation. Et puis après, j'ai quitté la Ségos et j'ai créé ma propre boîte dans la formation du personnel. Donc tout ce qui est formation skills, donc pas de technique, pas d'informatique, tout ce qui est vente, marketing, technique de présentation, interview technique, etc. D'accord. J'ai jamais donné de formation moi-même, Ok. ça je le dis quand même. Et j'avais à la fin, je crois que 35 formateurs. À la fin, ma boîte était leader sur le marché. Groupe cible, les clients étaient les boîtes plus que 300 personnes. D'accord. Et le client, c'était soit le human resource, soit dans les toutes grandes boîtes, c'était le directeur de formation, le training manager. Oui. Donc on faisait aussi bien des formations sur mesure que des formations inter, résidentielles, mais aussi des formations en catalogue, en néerlandais, français, anglais. Il y a maintenant à peu près, je pense, bientôt 20 ans, 18 ans, j'ai vendu cette boîte qui s'appelait Eurosem. On a vendu au groupe WPP, coté à Londres et à New York, et qui ont acheté, et en fait, puis après, ça a été vendu à Ogilvy, qui faisait partie du groupe WPP, qui est la plus grande agence de pub. Vous allez dire une si grande boîte, pourquoi ils ont acheté une boîte qui était leader en Belgique dans son marché, mais qui était quand même une boîte de 50-60 personnes, donc une petite boîte. Ils avaient l'esprit de 360 degrees approach. Hein. Ok. Ogilvy est une des plus grandes boîtes au monde qui crée les marques pour les grandes boîtes, qui gère les marques, qui gère les marques quand il y a un problème aussi, et qui voulait en fait ajouter à ça how to make people living a brand. Comment faire vivre une marque. Et ça, nous, on faisait. On formait le personnel parce que vous pouvez créer une magnifique marque, mais je viens à la réception chez vous et c'est pas l'auteur de la marque, la réceptionniste, que ce soit par la communication écrite, que ce soit par le téléphone. Je téléphone par exemple et votre téléphoniste est en train de manger son sandwich. Hein. On faisait donc vivre la marque comme
en fait, ceux qui ont créé la marque et ceux qui ont et qui gèrent la marque voulaient. Voilà. Ce qui manque très souvent dans les boîtes, parce qu'ils font une campagne magnifique, telle marque est wonderful, et on vous dit dans les 24 heures, vous avez un devis, ou dans les 48 heures, on est chez vous pour réparer votre machine. Et puis on téléphone, et puis on a au téléphone appuyé 1 pour ça, 2 pour ça, etc. Ouais. Donc c'est pas lié à l'image de la marque. Et voilà. Après, j'avais entre-temps commencé des bureaux d'intérim. D'accord. En Anvers, j'étais un des fondateurs. J'étais administrateur délégué, mais je n'étais pas le seul actionnaire, loin de là. Et puis c'était surtout des jeunes que j'ai motivés, mais qui l'ont fait. Ouais. Et puis ça, on l'a vendu au groupe Synergie en France. Ok. Et pour Ogilvy, pour le côté formation, j'ai dû rester 3 ans dans le board de comité de direction de Ogilvy Belgique. Et après 3 ans, bon, je pouvais, selon le contrat avec les Américains, je pouvais quitter, ce que j'ai fait parce que bon, je ne cherchais pas une boîte où j'avais un salaire. Je n'avais pas quitté la communauté européenne, j'étais un petit entrepreneur. Et je me suis mis au chômage à la maison, parce que quand on est au chômage, on est très souvent créatif sur le vélo. Puis j'ai construit parce que j'avais le temps, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. D'ailleurs, bon, j'étais limité au niveau de mes activités, puisque j'avais signé quand même un accord de non-concurrence au niveau de conseil, au niveau de recrutement, formation. J'ai commencé à construire une maison pour moi, avec toutes les... je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte intérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis laissé aider pour la première maison par un bureau architecte très connu en Flandre et qui est très compétent, très structuré. J'ai appris beaucoup de choses. Je voulais une fois construire la maison de mes rêves. Donc j'ai construit une maison avec un bureau privé à la maison, avec une salle de réunion pour une secrétaire, avec un parking, avec une collection, un ascenseur pour les voitures, que je ne savais pas du tout à ce moment-là. Une piscine, voilà, avec une piscine intérieure, avec une salle de fête, une piscine, un sol qui bouge, avec une conciergerie, etc., etc. Donc tout ce que madame, dressing, énormément de dressing, tout ce que madame et monsieur veulent dans une maison dont ils rêvent. Ouais. Oui. Puis bon, j'ai trouvé dans la rue, avant de commencer, un autre terrain où j'ai démoli la maison. Je me suis dit, bon, ben, autant de faire 2 maisons dans la rue, comme ça je vais t'occuper. Et sans le savoir, j'ai en fait démarré un marché. Il y avait énormément de demandes à l'époque, beaucoup moins maintenant. Des Français qui, pour des raisons fiscales, voulaient des maisons finies, neuves, dans les bons quartiers, dans le sud. Sans le savoir, c'est pour ça que je dis toujours que je suis pas... C'est le job où je suis le moins fier, parce que c'est un job que j'ai fait tout à fait par hasard, en quittant une société, en me divorçant aussi de la maman de mes enfants, donc j'étais obligé de trouver un autre logement. C'est un métier où je n'avais pas un business plan, je n'avais pas fait une étude de marché pour savoir combien de gens étaient intéressés pour acheter une maison à autant de millions, ce que dans tous mes métiers précédents, je devais faire. Avant de commencer une formation, par exemple, une nouvelle formation, ben, on faisait une étude de marché pour savoir combien de gens sont intéressés dans une formation technique d'interview ou technique de présentation en Belgique, en néerlandais. Et si on me disait, il y en a peut-être 1000 qui sont intéressés et le développement de cette formation coûtait autant, ben on le faisait ou on ne le faisait pas. Voilà. Donc voilà, et entre-temps, bon, moi j'ai construit 25-30 maisons, villas, de luxe, avec différents architectes, classiques, modernes. J'ai publié 3 livres sur les maisons, quelques maisons que j'ai faites. Oui. Je viens de recevoir mon permis aujourd'hui pour une des dernières maisons que j'ai fait faire, parce que cette maison est beaucoup trop grande, les enfants sont grands, ils sont partis. Je vais faire encore une maison pour nous deux, oui. Ma nouvelle compagne et moi.
dans la nature, un petit peu plus loin. Et pour le reste, j'ai diminué un petit peu. J'ai 60 ans, donc j'ai laissé un petit peu la jeunesse. Coaching, ma fille travaille dans l'immobilier sans être poussée de ma part chez un de vos concurrents. Oui. Ma femme actuelle travaille dans l'immobilier chez un de vos concurrents où vous avez encore travaillé, je Aussi, crois. tout à fait. Mon ex-femme s'occupe des décorations des maisons, Oui. très souvent, donc elle est encore concernée dans la boîte. Et je vois que j'ai même un des beaux-fils qui est aussi dans l'immobilier. Voilà, je laisse aux jeunes, j'écoute bien autour de la table avec tout ce qu'ils disent. Et c'est à eux, je veux les aider pour démarrer, motiver, financièrement peut-être. Pour le reste, j'essaye de me calmer un petit peu. Une vie bien remplie. Alors, Les vacances maintenant? Les vacances maintenant, ok. Alors, une question qui me vient à l'esprit en entendant ce parcours, qui a été quand même très diversifié, très varié. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a plus facilement dans une carrière pas mal de changements. Mais comme tu l'as dit, toi, tu as déjà 60 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de mondes tellement différents les uns après les autres Au début, on cherche un petit peu, on se laisse dire, voilà, bon, la communauté européenne, on est bien payé, stabilité, parce que les parents, mes parents étaient des petits indépendants, ils rêvaient bien sûr que papa était très fier quand j'étais le petit expert fonctionnaire à la communauté européenne, Oui. avec la plaque Heure. Hein, parce qu'il disait, bon, stabilité, il a son salaire, la retraite plus tard. Il voulait en fait donner à son fils les études universitaires, à mes différents fils d'ailleurs, frères, pardon, parce que j'ai encore 2 frères. Ce qu'il oubliait, c'est qu'il avait donné une autre éducation à ses enfants. Il avait donné l'éducation du petit indépendant, entrepreneur, à leur façon. Je me rappelle encore quand je sortais le samedi soir dans mon village, il y avait 2 friteries. Et il y en a une friterie qui était un client de papa et l'autre pas. Eh ben, quand il me donnait à l'époque, j'avais mon argent de poche le vendredi soir, on recevait à l'époque 50 francs belges. Hein. C'était bien, c'était bien. Je veux dire que j'étais pas... 1,25 €. 1,25 €, mais bon, il faut voir ça avec la valeur de l'époque. Mais bon, je ne veux pas dire que je pouvais inviter tous mes copains au restaurant et aller dans les grandes boîtes, mais bon, ça n'existait de toute façon pas. Pour vous dire, il me donnait l'argent et la première chose qu'il disait, bon, et comme il savait qu'on devait être à la maison, je crois, c'était à minuit 30, il disait, on mangeait très souvent après encore des frites, après nos bières, oui, dans le village, et il dit, il faut aller chez Fons, et pas l'autre, mais c'est pas un client, et il faut dire que tu viens de la part qui est le fils de Charles. Oui. D'accord. Donc, moi, bourré avec les copains, chaque fois, parce que le lendemain, au petit déjeuner, papa demandait surtout, au lieu de me demander comment ça a été, il demandait, et t'as mangé des frites? Oui, et tu l'as dit que tu venais de la part de Charles. Voilà. Il avait automatiquement nous donné cet esprit de petit indépendant. Donc, il était fâché quand j'ai quitté la communauté européenne. Il me dit, vous vous rendez compte, tu vas te mettre comme indépendant, tu vas pense pas que tu vas avoir tout de suite la réussite. Et il y a des clients à toi qui vont déposer le bilan, qui vont pas te payer, et c'est la misère. Et puis quand tu as des enfants, ils doivent être nourris, c'est pas la stabilité. Et je dis, écoutez, je t'ai pas donné des études, payer des études universitaires pour te mettre indépendant dans tel ou tel domaine. Et je dis, écoute, papa, si je ne suis pas heureux aujourd'hui à la communauté européenne, c'est grâce à toi, ou si tu insistes, c'est ta faute. D'accord. Tu sais, quelqu'un qui est formé dans une famille de comptables, de fonctionnaires d'État, etc., va être beaucoup plus facilement content dans ce job à la communauté européenne. Voilà. Et le fait de finalement te lancer en tant qu'indépendant, est-ce que ça a été pour toi, tu l'as fait avec certaines appréhensions, certaines peurs ou pas du tout? Bon, je dois dire non. À l'époque,
quand j'étais recruté par la Ségos, par Rick Decan, qui est un petit peu my godfather today, hein, il a aujourd'hui 72 ans, quand il m'a recruté, il m'a dit, écoute, tu vas apprendre beaucoup de choses, parce que j'étais un client chez eux, à la Ségos, parce que je m'occupais des études de marché au Grand-Duché de Luxembourg, donc j'écrivais des cahiers de charges, et il dit, tu vas apprendre beaucoup de choses sur toutes sortes de conseils, audit, recrutement, human resource, immobilier, parce qu'il faisait beaucoup d'immobilier à l'époque. Donc tout ça c'est magnifique, si tu écoutes bien, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu perds ton temps à la Communauté européenne, oui, c'est pas ton truc. Oui. Et par contre, tu l'as cru quand il disait ça, non, et par contre, il m'a dit tout de suite, je vais t'enlever la moitié de ton salaire. Parce que, effectivement, je gagnais, mon dernier patron, en fait, indirectement, c'était le recteur de la VUB, puisque j'étais détaché par le recteur, Bart Schutter. Je gagnais à cette époque-là plus que le recteur de l'université en tant que gamin de 27 ans. Okay. Donc je crois que j'avais 123 000 francs belges, ce qui revient aujourd'hui à, parce que c'est quand même il y a 33 ans, ça revient à peu près à 14 000 euros, 15 000 euros net par mois. Wow. Pour un gamin, on mettait beaucoup. Et il m'a dit, tu vas apprendre beaucoup de choses. J'en ai discuté avec, à l'époque, j'étais déjà avec la maman de mes enfants. Et on avait un petit appartement, j'avais une 2 chevaux, j'avais un petit appartement d'abord à Place Collignon. Et puis après, on a pu louer quelque chose rue du Châtelain, un rez-de-chaussée. Ouais. Et comme elle travaillait aussi, elle a dit, écoute, si tu penses que c'est ça à faire, j'avais eu 2-3 réunions, lunch avec Rick Decan. Et bon, il était de ma région, il était aussi d'une toute petite famille. Son papa travaillait dans les mines, un type qui a énormément réussi en Belgique. Et donc ça m'a passionné. J'ai dit, ouais, écoute, on n'avait pas des gosses, donc il n'y avait pas encore beaucoup de remboursement. Oui. Parce qu'une fois qu'on est là-dedans, je dis pourquoi pas. Ce type m'a l'air d'être sincère et je l'ai suivi. Et je dois dire tout ce que je sais aujourd'hui. Et de temps en temps, on mange encore ensemble, ou il vient à la maison. Et quand il regarde comment je travaille dans mon bureau, il dit, putain, t'as bien regardé, hein, parce que t'as tout copié. Voilà. Et juste une question, parce que quand même, pouvoir avoir un poste rémunéré 14 000 euros, si on fait le comparatif par rapport à 30 ans, il y a 30 ans, qu'est-ce qui a fait que tu as eu accès à un tel poste? Tu étais particulièrement brillant dans tes études? Bon, il faut avoir un petit peu de chance, oui, dans la vie. Mais par exemple, pour être stagiaire à la Communauté européenne, à l'époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, c'était un stage de 6 mois. Il y avait 10 000 candidats pour 5 places. Ok. Oui, bon. Tout le monde voulait faire. Et à l'époque, stagiaire, c'est comme stagiaire d'un avocat, tu ne gagnes pas ta vie. Hein? Oui. Tu ne savais pas payer même ton loyer. Oui, oui. Je crois qu'à l'époque, c'était 600 francs belges qu'on avait par mois. Mais tout le monde voulait ça parce que c'est un petit peu quand aujourd'hui tu peux travailler pour un grand cabinet d'avocats, tu veux être pénaliste et tu peux travailler pour un très grand pénaliste en Belgique, tu vas prendre le top, mais ne crois pas qu'en tant que stagiaire que tu vas gagner, mais ça va t'aider à évoluer dans la vie. Ouais. Dans les grandes boîtes de consultancy, etc., c'est la même chose. Pourquoi cette chance? J'avais un prof la dernière année qui donnait le droit européen, et c'était Karel van Miert. Mais tu es trop jeune pour avoir connu. Il était à la fin, il était président du Parti socialiste flamand, et il était après, il a été commissaire européen. Okay. J'étais comme tous les gamins à la VUB. Dans un 20 ans, on avait Che Guevara, on était gauchiste. On crachait même Trotsky, on lisait les livres de Trotsky, de Lénine. Il n'y a rien de mal à ça. Et de temps en temps, des gens qui disent, quand ils vous voient maintenant, putain, t'as bien changé. Oui, écoute, je sais maintenant ce que Marx voulait dire avec la plus-value sur le travail des autres. C'est comme ça qu'on devient riche. Mes enfants ont encore trouvé en déménageant chez leur maman plein de livres dans les caves. Ils disent, c'est quand même pas possible. Papa, tu as lu ça? Oui, je dis oui, j'ai lu ça. Et Karel van Miert m'a repéré dans les cours dernière année
Et il m'avait demandé si je ne voulais pas travailler pour le cabinet. D'accord. Donc tu t'es fait remarquer parce que tu étais un Ouais, bon parce que élève? bon, et lui, il venait aussi d'un petit fermier, j'étais un bon élève, j'étais intéressé, de droit européen m'intéressait. Bon, j'étais un petit peu, j'étais un gauchiste, Ouais. donc voilà, je connaissais très bien son secrétaire avec qui on faisait des manifestations contre les missiles, Ok. etc. Tu étais Donc, engagé, quoi. et j'étais engagé, j'ai jamais été membre du Parti Socialiste, mais j'étais engagé, on buvait de temps en temps un verre ensemble, et puis à un certain moment, il m'a dit, allez, pourquoi tu veux pas travailler pour le cabinet? Et quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, il faut pas aller dans la politique, tu vas jamais réussir. Alors j'ai dit, papa, pourquoi? Il m'a dit, il va toujours te manquer une voix, la mienne. Et donc je ne l'ai pas fait. J'étais encore à l'enterrement de Karl. Malheureusement, il est mort il y a maintenant, à mon avis, 7-8 ans, tombé de l'échelle dans son jardin. Et j'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, écoute, si tu veux un stage à la Communauté européenne, je veux bien t'aider Ok. à pérenner. Il fallait un petit peu une pousse. Et je me rappelle, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu une lettre. Comme ça, j'étais accepté à la Communauté européenne comme stagiaire, 6 mois. C'était pas le job qui payait bien. J'étais tout content, mais c'est par ça qui a fait que j'ai eu ce stage. Oh, Karl Vabit m'a aidé beaucoup là-dedans. Est-ce que uniquement lui, je ne sais pas. Mais au moins, c'est de rencontrer la bonne personne au bon moment. Et D'accord. puis le reste, bon, tu dois le créer toi-même. C'est pour ça que je dis, réussir dans la vie en tant qu'entrepreneur, bon, il faut, de temps en temps, il faut un business plan, il faut être entrepreneurship, etc. Mais il faut un petit peu de bol. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui démarrent des bonnes choses et que je dis merde, il n'y a pas de bol. Hein. Ouais. Parce qu'ils lancent le produit pas au bon moment, etc. Et puis bon, grâce à ça, à la communauté européenne, j'ai été expert. Et grâce au fait d'être expert, j'ai rencontré Eric de Cannes. Et voilà. Tu as gagné beaucoup de concours de circonstances. Exactement. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans la deuxième partie, qui est un petit peu de voir, toi aujourd'hui qui as toute cette carrière derrière toi, toute cette expérience, j'imagine que tu as pu voir des facteurs qui permettaient d'accélérer, d'augmenter sa réussite, la qualité du service, enfin d'ailleurs même quand tu aidais au niveau des entreprises pour améliorer Ouais. la qualité de leurs services. Et tu as peut-être aussi vu toute une série de choses que peut-être tu as fait toi-même ou que tu as vu d'autres faire et où tu t'es dit, bon ok, ça si vous voulez arriver à vos objectifs, montrer votre business, etc., ne le faites surtout pas. Si je devais synthétiser peut-être 3 axes où tu te dis, voilà, ça c'est primordial, si vous voulez réussir, selon mon expérience, moi, Alexandre Comprend, voilà ce que je vous conseille de faire. Et après, 3 autres petits points en disant, ça surtout, ne le faites pas parce que vous n'allez pas dans la bonne direction. Bah, tout d'abord, quand vous dites en tant qu'entrepreneur, parce qu'on peut réussir en tant que prof à Oui, bien sûr, quel que l'université, soit le... en tant que fonctionnaire pour l'État, il y a beaucoup de gens énormément compétents. Tout d'abord, bah, il faut prendre un risque. C'est un moment, t'es il faut sauter. Bon, D'accord. tu veux pas sauter, ben, tu vas jamais savoir. Oui. D'accord. Quelque part, tu dois prendre des risques. Ok. Tu prends des risques calculés. Donc, c'est un petit peu l'orange et le rouge, hein, du feu Oui. vert. Alors, et tu peux de temps en temps prendre un risque en passant vite en orange, Oui. mais ne pense pas que en brûlant les feux rouges, un jour tu vas être chopé. Oui, oui. Voilà. Donc, tu dois prendre des risques. Ils doivent être calculés, préparés. Oui. Ok. Tu dois avoir un petit peu de bol. Ouais. Oui. Vous avez une énorme, magnifique idée sur un produit, vous avez fait une bonne étude de marché, donc bien calculée, etc. Et puis, tout à coup, il y a une législation qui est votée que ce produit est interdit en Europe. Ça peut arriver. Bon. Alors, il faut bien calculer, et puis, il faut démarrer la société. Il faut préparer, étude de marché, un petit peu de bol, risque. Ouais. Et il faut travailler beaucoup. Au début, à l'heure, ton jardinier va gagner beaucoup plus que toi, ça c'est clair. C'est Oui. vrai. Tu étais un gros travailleur, toi? J'étais un grand travailleur parce qu'un indépendant, il travaille tout le temps. Il est sur son vélo, il travaille. Il est en train de mettre ses enfants au lit et le téléphone sonne, il va le prendre. Donc ça c'est, si tu veux être tranquille, tu dois avoir un job 9 to 5. Un indépendant n'a pas ça.
Ce qui ne veut pas dire qu'il doit faire du travail physique. Hein. Oui, oui. S'il travaille trop, ce n'est pas bon non plus. Hein. À un certain moment, doit faire travailler les autres. D'accord. C'est la plus-value sur les autres. Marc. Marc, voilà. Moi, je peux travailler 12 heures par jour, 14 heures. Je peux peindre 14 heures par jour, hein, les façades. Je vais bien vivre, je vais avoir un petit salaire, je vais nourrir les enfants, je suis un petit indépendant. Mais si je veux devenir riche, il y a 15 camionnettes qui doivent partir tous les matins, avec 4 personnes là-dedans pour aller peindre quelque part. Voilà. Et moi, je suis le matin là quand les camionnettes partent, et je suis là quand les camionnettes arrivent. Ouais. Et je fais entre-temps la comptabilité, visiter les clients, les propositions, etc. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer la société. Donc, gérer la société, ça commence tout d'abord, il faut recruter. Donc, si tu recrutes un nouveau directeur commercial, mais en fait, ton mec que tu as recruté, il a surtout un potentiel de comptabilité et de finance, c'est très important. Parce que la formation, parce qu'on était très souvent appelés dans les sociétés, ils disaient ouais, il nous faut un petit peu de formation pour celui-là. Et parce que il faut former un petit peu les réceptionnistes et les commerciaux là, parce que les chiffres, c'est pas énorme. J'ai regardé, je dis d'ailleurs, je veux un interview pour voir. Parce que si vous avez recruté quelqu'un qui a beaucoup de potentiel pour devenir votre nouveau comptable ou directeur financier, mais vous l'avez recruté pour un job commercial où il doit faire presque du hard selling, oublie, je ne vais jamais faire quelqu'un qui n'a aucune aanleg, comment on dit ça, compétence au niveau sportif, je ne vais jamais en faire un Maradona. D'accord. Par contre, quelqu'un qui a beaucoup de qualités sportives et qui joue très bien, je peux peut-être, en l'envoyant à beaucoup de formations, à Bruges, à Anderlecht, etc., il peut peut-être devenir un grand star dans le football. Donc, recrutement, très important. Et toi qui as recruté, comment est-ce que tu procédais pour justement faire ce bon recrutement? Parce que parfois, les personnes qui se présentent... Oui. Bon, chacun qui se présente, il essaye de se présenter mieux qu'il est. Oui. C'est pas grave. C'est normal. Très souvent, quand je recrutais quelqu'un, j'avais un interview, on posait quelques questions. Une des questions, par exemple, était, c'était pas la question éliminatoire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Oui. Ou qu'est-ce qu'ils font tes parents? Alors, si je recrutais quelqu'un pour un job commercial, si j'avais 2 personnes qui avaient les mêmes compétences, ils étaient tous les deux 9 sur 10, je prenais la dernière question et je disais qu'est-ce qu'ils font. Et l'un disait « Ah, mon père est comptable et ma mère est fonctionnaire au ministère des Finances. » Et le deuxième disait mon père il vend des bagnoles et maman elle vend du savon, n'importe quoi. Pour un job commercial, je trouvais ça important. Parce que ça avait cet atout. Ça ne veut pas du tout dire que l'autre personne ne pouvait pas avoir ses compétences commerciales. Mais c'est un petit truc qui faisait basculer l'un ou l'autre. Deuxième chose, c'est que le look est important. On disait de temps en temps, oui, tu regardes l'extérieur. Oui. J'ai toujours été en costume, 3 pièces, etc. Lorsque j'avais des clients, nos clients étaient des sociétés plus que 300. Je ne pouvais pas me permettre. Maintenant, j'ai plus de clients, j'ai un client par an. Et c'est que des fournisseurs presque. Donc, je peux me permettre ça. Mais à l'époque, la présentation, c'est important. Et troisième chose qu'on faisait, je laissais interviewer ça par plusieurs personnes. Pour avoir des... Oui, je l'interview. Et quand je disais, tiens, c'est pas mal. Alors à ce moment-là, je disais à Rick, qui était mon associé, Rick Decan, je disais, tiens, vois une fois cette personne. J'ai recruté un formateur qui était de formation vétérinaire. Les quelques qu'on n'a quasiment jamais recrutés, c'était les psychologues. D'accord. Parce qu'ils étaient malades dans leur bain. Donc, pour être un bon formateur, il faut avoir l'envie. J'ai démarré la société de formation. J'ai recruté beaucoup de formateurs dans ma vie. J'étais un mauvais formateur. J'étais un bon vendeur de formation. Mais j'étais un mauvais formateur. Ça me fatiguait de toujours dire la même chose et de donner. Moi je voulais piquer, écouter et... Récolter. Voilà, c'est ça.
Et un bon formateur, c'est quelqu'un qui sait transmettre et motiver. Alors, bon, puisque le mot tombe motiver, bon, recruter d'abord, et puis, bon, ben, former, prendre le temps de former quelqu'un. Au sein de l'entreprise. Hein, de l'entreprise. Tu me dis, qu'est-ce qui fait réussir? Bon, il faut savoir recruter. Prendre des risques. Il faut savoir les motiver, parce que vous pouvez recruter et être un mauvais manager. Et après 5 jours, il dit, putain, j'en ai marre de mon patron. Ouais. Donc, motiver, ça veut dire il faut être là quand il a besoin, il faut l'aider, il faut investir beaucoup. C'est-à-dire du temps? Former quelqu'un, ça veut dire toujours que les premiers mois, tu ne récoltes pas. Hein. Ouais. Par exemple, moi, j'allais toujours chez les clients, avec un nouveau commercial. D'accord. Et puis, les premiers mois, il était avec un petit peu comme la valise, et il écoutait, il regardait. Et puis, à un certain moment, j'enlevais le filet. Et j'allais avec, mais moi, j'étais sourd et muet. Et on faisait un débriefing après. D'accord. Et puis, à un certain moment, je lâchais. Je dis, ben non, tu dois y aller toi-même. Je laissais enregistrer les conversations. Pas pour contrôler quelqu'un. Je dis, écoute, chaque personne avait un truc pour... Dictaphone. Oui. Ouais. Et je dis, écoute, enregistre si tu veux. Si tu veux en parler, ben, tu viens dans mon bureau et on va écouter la conversation. Et par exemple, de temps en temps, il venait dans mon bureau et il dit, putain, on n'a pas eu le contrat, il a donné à telle société, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça doit être la même chose dans l'immobilier. On n'a pas vendu, on n'a pas eu le mandat. Ouais. Voilà, pourtant, j'étais sûr, la dame avait confiance en moi, etc. Et puis, tu écoutes la conversation. Et là, ça, c'est investir dans quelqu'un. C'est de dire, voilà, ben, je vais t'écouter, comme ça, on va apprendre quelque chose. Et puis, on disait, non, tiens, à ce moment-là, tu aurais dû dire ça. À ce moment-là, tu aurais dû garder la silence. Hein, c'est vrai. Pendant qu'on parle, comme moi je parle beaucoup, on n'écoute pas. C'est vrai. On a la tendance, pour convaincre quelqu'un, qu'on doit parler beaucoup, et même lever la voix. Le meilleur exemple est dans les techniques de présentation. Il y a des gens, quand ils prennent la parole, ils prennent le micro, et puis, bon, bah, tout le monde est en train de papoter. Messieurs, hein, madame, messieurs, ouais, attention, je suis là, je veux commencer. Bah, non, la grande technique, c'était de prendre le micro et de rien faire. Il dit, non. Il va se passer quelque chose. Voilà, plus tard. Et puis, voilà, automatiquement, tout le monde se tait. Il n'y a qu'au moment où on parle trop longtemps et trop, que de nouveau ça va recommencer. C'est vrai. Parce qu'un discours dure plus que 4-5 minutes, captif et très limité. Donc il y a des techniques là-dedans. Donc je reviens, motiver, Ouais. Donc, bien former, recruter, bien motiver, former, avoir bien sûr, mais ça c'est dans le plan un bon produit. Ouais. Et créatif, et écouter le marché, adapter ton produit. Si en tant qu'agence, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, dans le marché de l'immobilier, il y a des grandes boîtes comme Barnes qui sont arrivées, comme Engel & Volkers, comme Les Cobel Vano. moi je dis toujours le Cobel, Ouais. comme Sotheby, Ouais. ben, il faut s'adapter. Bien sûr. Vous savez, les deux grandes agences de l'époque, qui étaient dans le haut de gamme, dans le sud, hein, pour parler un petit peu de ton métier, il n'y avait pas de Trévi même, il n'y avait pas de Le Cobel, il n'y avait pas de Barnes, Sotheby, ça n'existait pas, donc c'est un autre marché. Donc il faut régulièrement s'adapter au marché avec tes produits. Celui qui n'a pas voulu informatiser, il est mal barré aujourd'hui. Voilà. Sûr. Il y a encore un truc qui est important quand même, être bien entouré. Bien entouré. Et je ne parle pas uniquement au bureau, donc ça c'est le recrutement, mais aussi à la maison. Être D'accord. bien dans ta peau. Sport, c'est pas à toi que je dois dire, un petit peu de sport. Donc ça fait partie. Si à la maison, tu es en plein divorce, les enfants sont malades, tu commences à picoler, donc ça va avoir une répercussion sur ton travail. Donc une vie stable, heureuse, avec beaucoup d'amis le week-end, des bonnes vacances, c'est très important.
Oui. Oui. Parce qu'il faut avoir un entourement, parce que si tu fais uniquement ton boulot, voilà. Alors, donc ça, c'était les conseils à faire. Et maintenant, peut-être les erreurs que tu as pu observer ou que tu as fait toi-même. Oui, on a fait beaucoup d'erreurs, hein. Ouais. Encore aujourd'hui, hein. On en fait tous les jours, donc heureusement. C'est pour ça que je sais si vite répondre ce qu'il faut comme ingrédient pour le bon cocktail. D'accord. Mais de temps en temps, on fait les erreurs. C'est beaucoup plus facile de dire ce qu'il faut faire, de le faire. Oui. Ouais. C'est vrai que de temps en temps, on parle trop vite. On répond trop vite. On ne tourne pas la langue 2 ou 3 fois avant de répondre. D'accord. On ne garde pas les silences. Oui. Donc les choses qu'on a apprises dans toutes les formations, qu'on a données à plein de gens, on ne l'applique pas parce que pourquoi? On a une mauvaise journée. Oui. Comme tout le monde, hein. La fille que vous avez vue partir, c'est mon assistante qui travaille maintenant, je crois, pour 11 ou 12 ans pour moi. De temps en temps, oui, elle a une mauvaise journée. Moi, j'ai une bonne journée, ou l'inverse. Hein. Ouais. Et la période où j'étais en divorce avec la maman de mes enfants, c'était pas la période idéale, stabilité pour au bureau. Ok. Pourquoi? Parce que tu travailles peut-être un petit peu trop là. Ouais. Et tu restes trop longtemps au bureau. On en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faut travailler beaucoup d'heures? Oui et non. Moi, je restais très souvent tard au bureau. Pourquoi? Parce que je venais de Uccle à Neder-Overlembeek. Je n'ai jamais été très tôt au bureau, pour 2 raisons, pour le trafic. Et même en tant qu'étudiant, je n'ai jamais pu me lever. J'ai toujours dormi jusqu'à 8h30, 9h. Ouais. Et aujourd'hui, même quand j'avais des examens à 11h, je dormais jusqu'à 9h. Mais je travaillais la nuit si je m'en sortais pas, jusqu'à 2h du matin. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne suis pas un homme du matin. Oui. D'accord. Par contre, je restais très souvent jusqu'à 7-8h le soir, comme ça, je mangeais à la maison à 8h, je n'avais pas de trafic. Quand je voyais quelqu'un, un jeune recruté, qui voulait me faire plaisir et qui restait aussi, parce qu'il voyait que le patron s'en allait à 8h ou à 7h30, il restait jusqu'à 7h30, j'allais dans son bureau et j'allais dire écoute, c'est bon pour quelques semaines, mais si tu continues à rester tard dans ton bureau, c'est pas un bon signe, hein, sachez. Parce que ça veut dire, ou bien, moi j'ai été malhonnête et j'ai recruté quelqu'un où j'avais besoin de 2, D'accord. ou bien toi tu n'as pas compris ton job après 3 mois, parce que tu as tellement, voilà, parce que tu as besoin tellement d'heures. Tu sais, on me demande aujourd'hui de maçonner. Mon ouvrier, il va faire ce mur 2 fois plus vite que moi. Ouais. C'est parce que je ne suis pas compétent dans mon job. C'est comme l'étudiant qui choisit à l'université et il commence à étudier du matin au soir, le 1er octobre. C'est qu'il a pris une étude qui est trop lourde pour lui. Voilà. D'accord. Je ne vais pas dire qu'il doit régulièrement étudier. Oui. Il ne doit pas dire qu'il ne doit pas fêter jusque Pâques. Non, il doit programmer. Mais ce n'est pas normal. Le 1er octobre, après les cours, tu dois aller boire un verre avec tes potes. Tu dois fêter, si tu veux, Saint-Vé, ou voilà. Ça fait partie d'eux. D'accord. Si tu le fais encore au mois de mai, alors ça c'est autre chose. D'autres choses qui te viennent à l'esprit sur des erreurs que tu as pu voir ou commettre toi-même? Ils sont tous à voir avec les qualités qu'il faut avoir pour démarrer. Dans la société, là on parle plus techniquement. Dans une société, tu vois beaucoup de belles sociétés, de bonnes idées qui ont été sous-estimées au niveau de business plan. D'accord. On pense que ça va aller plus vite que prévu, donc on ne prévoit pas assez de fonds pour démarrer. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs qui achètent des bonnes idées, des sociétés où il y en a un qui a fait le grand boulot Et puis il n'avait pas les frais. et il n'avait pas les frais pour justement, il fallait encore quelques études ou quelques mois en plus payer du personnel pour faire démarrer le moteur. Ouais. Et Albert Frère, il est arrivé au moment où le moteur démarrait. Oui, oui. Il a acheté la boîte pour une croûte. Voilà. Ouais. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait très souvent. D'être trop optimiste? Voilà. Et dans le business plan, on appelait ça se chiffrer riche. C'est assez facile. Hein. Par exemple, si je vous dis un truc comme Mars Kinder Bueno, Oui. hein, si j'arrive à faire manger
2 Kinder Bueno par personne en Belgique par an. Il y en a qui vont dire, allez, ça doit quand même être possible avec un petit peu de marketing, Ouais. des affiches. 2 Kinder Bueno hein, par personne. Ouais. On fait fois, je ne sais pas combien on est maintenant, 14 millions. Ouais. Ouais. Oh là là, bah, on va être riche. Oui, la seule chose, c'est que, et Unilever et Ferrero, c'est ça, pour monter la consommation de X à Z, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de pubs, beaucoup d'investissements, D'accord. des recherches, des vendeurs, des affiches, pubs. Voilà. Le plus facile, c'est de dire, ouais, attends, un chocolat par an, ça doit quand même être possible de motiver. Voilà. C'est pas si évident. C'est se chiffrer riche avec un business plan. Ouais. Et donc aujourd'hui, Alexandre Combron, quels sont tes projets? Oh, mes projets, c'est un petit peu profiter de la vie. Je ne peux pas dire plus travailler, parce que je serais malheureux. Travailler comme je travaille maintenant, à la maison, ma secrétaire qui vient 3 jours par semaine, à 10 h du matin, elle s'en va à 5 h. Je fais mes chantiers en vélo. Mes fournisseurs, ils viennent, que ce soit l'architecte, l'entrepreneur, le notaire, etc. Le banquier, il vient à la maison. J'ai mon agenda à 100% en main. Mhm. Avant, j'étais vécu par 3 secrétaires. Quand je voulais aller chez le dentiste, je devais programmer ça longtemps en avance, parce que j'avais des réunions avec des clients, des directeurs Human Resources, des grandes boîtes. Bah, aujourd'hui, j'ai la liberté de dire, avant, je devais une fois mentir, et de dire, quand je voulais prendre une journée de congé avec la famille, et que j'avais encore un rendez-vous ce jour-là, bah, je disais, écoutez, ma belle-mère a eu un accident où tu dis que j'ai fait une petite intervention. C'était un mensonge. Aujourd'hui, je peux dire à mes fournisseurs, mes architectes, l'agence immobilière, etc. Bah, je reporte le rendez-vous parce qu'il fait bon et je vais faire un tour en vélo et j'ai pas envie aujourd'hui. Voilà. J'ai diminué un petit peu les chantiers et je veux voir un petit peu voyager. J'adore voyager. Je voyage depuis mes 20 ans Mhm. dans des pays très lointains. Je voyage aujourd'hui différemment qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, j'étais sac à dos, $1 Night. Il y avait un livre $1 Night. Donc j'étais en Inde, Thaïlande, Sulawesi Islands, etc. Et tu vois que ça t'a aidé dans ta vie? Oui, absolument. Ça fait relativer. Ouais, parce que, bon, par exemple, quand j'entends de temps en temps des Flamands, et j'en suis fier d'en être un, je dis non de Dieu, c'est un mec qui n'a pas voyagé. Hein. Tu relatives les choses. Hein. Oui. Quand tu voyages beaucoup, tu vas d'autres cultures, voilà, tu vas d'autres pays, tu vas d'autres logements, d'autres économies, etc. Ça t'apprend beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à voir. Une question, Alexandre. Depuis que je te connais, j'ai toujours remarqué que tu avais quand même une espèce de force quand même dans ton regard, dans ta manière d'analyser les choses. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose qui est venu avec les années? Ouais, sans doute que j'ai une capacité de convaincre commercialement, mais convaincre des gens veut aussi dire recruter facilement, parce que tu peux convaincre, travaille pour moi. Oui? Tu me connais depuis combien d'années? Ouais, 4-5 ans? Ouais, 4-5 ans, oui. Ouais, donc, tu as l'homme devant toi qui a déjà l'expérience ou qui est vers la période, j'espère, pour devenir grand-père et qui a déjà arrondi beaucoup de choses. À 30 ans, j'étais un nerveux. C'est vrai? Ouais. Je crois que j'ai. S'il y en a des gens qui ont travaillé pour moi à l'époque, ils vont dire putain, il a quand même changé. C'est vrai? Parce que j'avais beaucoup moins de patience, j'étais impatient. C'est un avantage d'être impatient, mais c'est un grand désavantage. Oui. J'écoutais pas toujours les gens, loin de là. J'ai encore du mal aujourd'hui, de temps en temps. S'il y a des choses que je regrette, oui, c'est que j'étais beaucoup trop. J'avais pas de patience. Ça devait fonctionner tout de suite. Maintenant, j'attends. Je sais que je suis à côté. Je sais beaucoup plus mûr pour coacher aujourd'hui. Oui. D'accord. Mélangé avec l'expérience. Ouais. J'ai toujours rêvé, et j'ai été d'ailleurs il y a 2 ans à Columbia,
pour faire je voulais faire un master, quelque chose que j'ai jamais pu faire parce que papa n'avait pas les sous. Et une fois que j'avais les études, finalement je ne l'ai pas fait. Mes enfants disaient va, papa, ça va aller pour étudier parce que bon, tu n'es plus si jeune. C'est vrai que tu absorbes beaucoup plus facilement quand tu as 25 ans, mais des masters à la Columbia, c'est surtout les workshops, etc. Et là, tu regagnes par l'expérience. Quand tu as 20 ans, ben, les workshops sur le management, c'est la théorie. Oui, toi tu l'as vécu. Ils vont mettre des modèles dans les livres, mais des trucs qu'on a vécu. Donc on le rattrape par l'expérience. Aujourd'hui, on est beaucoup plus... C'est plus posé. Mais cette énergie t'a quand même peut-être permis aussi de progresser. C'est un petit peu la remarque que j'ai de temps en temps. Oh, t'as vendu ça il y a 20 ans. Pour combien? Ben, je dis autant. Oh, mais papa, tu n'aurais jamais dû vendre ça pour... Non, oui, j'ai vendu trop vite. Non, avec cet argent-là, j'aurais pas vendu. Aujourd'hui, ça aurait peut-être triplé de valeur, hein, pour revenir à l'immobilier, un métier que tu connais extrêmement bien. Mais grâce à ça, ben, j'ai attaqué autre chose. Oui. Ben, je suis dans l'immobilier aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent, quand tu commences à construire des belles maisons de 1400 mètres carrés dans le beau quartier, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens que je connais depuis 10-15 ans qui pensent que je n'ai que fait que ça, et j'ai fait mon argent dans l'immobilier, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est ce que je croyais au départ. Oui, donc si ils vont voir ce type de, je veux dire, formation, recrutement, on ne savait pas. Non, cet argent, j'ai vendu quand même à 2 boîtes cotées à la bourse, cet argent m'a permis, et je l'ai investi, et j'ai essayé de le multiplier. Mais j'avais besoin de cet argent. Pour démarrer une société, je veux quand même faire un petit clin d'œil vers les jeunes. Bon, le bonheur qu'on avait, c'est que quelqu'un que j'ai oublié peut-être dans l'histoire, c'est que j'ai trouvé, quand j'ai commencé à investir dans le bas de gamme de l'immobilier, il y a je ne sais pas combien d'années, j'ai trouvé un banquier qui m'a prêté de l'argent à vol bac. Ah oui. Oui. À l'époque, on avait besoin, je ne sais pas combien d'argent pour démarrer une SA. Quand je t'ai donné l'argent, c'était la Générale à l'époque, donc la Fortis d'aujourd'hui, qui est toujours un de mes banquiers. Il me dit, je regrettais. Je dis, je ne vais jamais avoir ce sou. Quand tu sortais, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais jamais avoir mes sous. Aujourd'hui, les jeunes, hein, j'ai un beau-fils qui travaille à la banque, j'ai ma fille qui travaillait jusque peu de temps à la banque. Si aujourd'hui, ces 2 jeunes, ils gagnent bien leur vie, ils ont 27 ans, mais s'ils veulent maintenant investir dans une boîte dans l'immobilier, ils vont avoir du mal à avoir de l'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'occuper de nous dans l'économie. Nous, on va bien se débrouiller. Aussi bien, on est des entrepreneurs, on a créé quelque chose, ok. Il faut maintenant, dans la pyramide, ceux en dessous, il faut les stimuler dans l'économie. Ça ne me fait pas plaisir qu'il y a 1 ou 2% de la population qui peut s'acheter une Bentley ou un beau bateau ou des grands voyages en business, etc. Je préfère en bas, que là, il y a plein de gens qui peuvent faire des city trips, qui peuvent consommer pour notre économie. Et pour ça, on doit faire quelque chose, le brut et le net. J'ai fait dans un discours pour un départ quelqu'un à la banque, j'ai dit, mais il ne faut pas vous occuper de nous. Bien sûr, quand nous on dit on veut de l'argent, oh oui, tout de suite. Oui. Parce qu'on a 30 ans de carrière sans accident, touche du bois, donc le banquier, il est tout content. C'est un petit peu la prime d'assurance. Hein. Vous dites j'ai 60 ans, j'ai jamais eu d'accident, hein, ils vont signer comme ça. Vous dites écoutez, j'ai 23 ans et je veux une voiture, là vous allez être puni. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose à ce brut et net, parce que les gens, même les universitaires, allez, prenez quelqu'un chez vous, une secrétaire qui travaille chez vous, qui est compétente, qui est important pour votre métier, ben, cette personne, si aujourd'hui elle veut vivre dans un petit appartement, louer un appartement autour de votre bureau, et admettons qu'elle est célibataire. C'est compliqué. Oui, à 2, ça va. À 2, bon, elle va pouvoir prendre un petit peu de congé de temps en temps. On va une fois aller manger un spaghetti,
un cocktail le vendredi soir, etc. Mais jamais pour mettre de l'argent de côté. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui fait tourner l'économie. C'est la raison pour laquelle cette économie aujourd'hui a besoin de l'oxygène. Le marché haut de gamme, c'est la même chose. Nous, à 33 ans, on travaillait tous les deux comme des malades, et puis on achetait une belle villa dans son jus, avec plein de travaux, oui, où on était endetté jusque-là, oui, et le samedi, on faisait l'électricité quand on avait un petit peu d'argent de côté avec un copain qui faisait un petit peu de l'électricité après 16 heures. Mais aujourd'hui, les maisons, on va dire 20 arts dans leur jus, où les gens de 65-70 ans prennent la retraite pour être dans un appartement, ces villas, ils sont achetés heureusement par le marché international, pas par le local. Oui, maintenant, ouais. On a déjà laissé tomber les maisons, les villas, parce que le jeune, il a déjà dit non, non, ça c'est pas pour moi, je ne vais pas me permettre ça. Il est déjà à l'appartement. La moyenne de mètres carrés, je crois que c'est quoi, 80 mètres carrés en Belgique. Ouais. Donc, avant, il rêvait encore d'Uccle. Bah, maintenant, je donne Uccle comme exemple, parce que je connais bien Bruxelles, mais il y a d'autres quartiers qui sont magnifiques à Anvers, partout, Knock, Gand, etc. Et avant, il disait, bah, j'aimerais bien être dans un beau quartier. Et puis il a dit, non, je vais aller dans un autre quartier. Maintenant, il est déjà quasiment à Molenbeek. Oui. J'ai rien contre Molenbeek, et c'est peut-être grâce à ça que... Hein, mais pourquoi on est là? Parce qu'on a dû descendre un petit peu les attentes financièrement, et voilà. Bon, merci beaucoup Alexandre. Je vous en prie. Pour tous ces bons conseils. Au plaisir. Donc voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Alexandre, comme je vous l'avais dit, a vraiment un parcours de vie qui est très intéressant. Entrepreneur ayant réussi. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où vous aurez l'occasion de découvrir de nouveaux parcours de vie avec leurs conseils, leurs recommandations pour vous permettre à vous également d'atteindre vos objectifs et de vivre vos rêves.